Cette séquence sur l'immobilier, est-ce que c'est un rempart contre l'inflation? Je suis sûr que c'est une des questions que vous vous posez. Et pour ce faire, je vous demande d'applaudir chaleureusement Christophe Inizan et Daniel Weil qui nous rejoignent sur ce plateau. Merci infiniment, messieurs, pour la Française AM et pour Primonial REM. Vous allez bien? C'était intéressant ce que disait... Passionnant, très bien, merci. Passionnant. Bonne année à tous pendant qu'on est. Eh ben, bonne année, il est encore temps de se le dire. Là, on se dit que jusqu'au milieu du mois de janvier, on continue à se le souhaiter, et puis après, on arrête. On a abordé la hausse des taux, hein, évidemment. On va se pencher sur une épine dans le pied des investisseurs. Est-ce que c'en est une, d'ailleurs? C'est la question à laquelle vous contribuerez à répondre. Deux acteurs du monde immobilier. Est-ce que l'immobilier... Comment? De ténors. De ténors. De ténors du monde de l'immobilier. Absolument. Poids lourd. Les poids lourds. Non, des ténors. Après les fêtes, on va éviter ça. Des ténors. On va d'abord un constat extrêmement général sur ces hausses des taux, cette inflation. Votre vision, on en a eu une très intéressante tout à l'heure sur l'immobilier. Est-ce que vous partagez une forme d'optimisme, peut-être d'optimisme raisonnable d'ailleurs? Oui, alors je peux démarrer avec plaisir. Effectivement, on change de régime, je pense que ça a été dit. On a connu de très nombreuses décennies avec une inflation relativement basse. Il faut se souvenir que, par exemple, en décembre 2020, on était à une inflation à 0. Décembre 2022, c'est-à-dire 2 ans plus tard, on a une inflation en France à 5,9. Donc on voit le chemin parcouru. Et elle est assez faible à l'échelle européenne. Et effectivement, on parlera tout à l'heure bien évidemment des trajectoires qu'on anticipe, mais globalement on vit un changement de paradigme, pour utiliser un mot couramment utilisé dans ce contexte-là. Globalement, on pense que l'anomalie, c'est pas d'avoir une inflation élevée, c'est plutôt d'avoir pas d'inflation. Donc l'anomalie, elle était avant. Donc là, on commence Elle a duré 40 ans quand même, cette anomalie, non? Schématiquement. Enfin, des grosses périodes d'inflation, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vécu. Oui, mais on a eu un régime là, depuis 2008, notamment, avec la baisse des taux, qu'on peut qualifier de désinflation. Donc là, qu'il y a un retour, alors les moteurs, on va y revenir dans un instant, mais qu'il y a un retour à un régime d'inflation positif, ce n'est pas en soi une catastrophe. On verra comment ça se traduit immobilièrement parlant, mais globalement, c'est plutôt un retour entre guillemets à la normale, même si aujourd'hui on a un pic. Après, on va voir, Daniel va en parler, sur les moteurs qui font qu'on a un retour de l'inflation, et ça, je vais laisser peut-être la parole à Daniel. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'exemple historique de ce qu'on est en train de vivre. Tout le monde parle des années 70. Dans les années 70, on a eu effectivement des pics d'inflation pour des raisons qui sont assez similaires à celles d'aujourd'hui, coût de l'énergie, situation géopolitique, etc., dans une situation où les États étaient endettés entre 30 et 60%. Et donc le risque d'un taux de la dette, notamment de la dette des États élevé, était absolument pas le même qu'aujourd'hui. Et finalement, il n'y a même pas consensus parmi les économistes pour dire si on a un pic d'inflation qu'on va passer pour revenir ensuite à une sorte de nouvelle normalité, si oui, quelle sera-t-elle, ou si on est dans un changement de régime inflationniste sur le long terme. Moi j'ai tendance à dire il faut arrêter de prévoir, il faut commencer à préparer. En fait, c'est-à-dire se préparer à plusieurs alternatives, et l'immobilier, c'est un des outils pour ça. Alors c'est intéressant parce que le poids de la dette, en revanche, vous l'avez bien noté, complètement changé. Là, on est à 150% du pour le PIB. Public, et plus le privé, on dépasse les 200%. D'accord. Donc, on voit à quel point il y a un changement de paradigme, effectivement, pour reprendre ce terme. On marque une toute petite pause avec une chronique qui, j'en suis sûr, va vous intéresser sur la trésorerie des entrepreneurs, précédé bien entendu d'une petite capsule publicitaire, et on se retrouve juste après la chronique. Bonjour à tous. Avec une inflation qui s'établit désormais à 5,90% sur un an en France, il devient de plus en plus compliqué de trouver des placements permettant de battre ces niveaux d'inflation. C'est d'autant plus vrai pour les placements de trésorerie d'entreprise, où les chefs d'entreprise sont en recherche constante de solutions d'investissement permettant d'optimiser le couple rendement-risque des allocations. Mais je vous rassure, dans toute période d'incertitude, de belles opportunités naissent. Cela a notamment été le cas sur le second semestre 2022, et compte tenu d'une inflation désormais durable, de nouvelles solutions devraient se révéler en 2023. Tout d'abord, 2022 aura marqué sans conteste le retour en force des fonds obligataires datés. Cette stratégie permet d'apporter une visibilité sur les rendements à venir et une stabilité en portefeuille. Ce type de support est particulièrement recherché cette année, notamment pour limiter l'impact de la hausse des taux d'intérêt ou encore pour dynamiser vos allocations. Ces fonds, généralement positionnés sur des obligations dites à haut rendement,
permettent de bénéficier d'un rendement actuariel attractif en échange d'un risque plus élevé. 2022 aura également permis d'assister à une hausse du nombre de produits structurés à capital garanti lancés. Ces produits sont à 100% capital garanti, en échange bien sûr du risque émetteur. Ils permettent de couvrir plusieurs échéances, tout en délivrant des rendements potentiellement attractifs. Sur la partie OPCVM un peu plus classique, l'année 2022 aura été particulièrement réussie pour de nombreux supports de gestion alternative et également pour des produits de niche, tels que les fonds orientés sur les événements d'entreprise. Ces fonds de performance absolue se veulent décorrélés des marchés traditionnels et sont donc d'autant plus plébiscités lorsque les marchés sont non directionnels. En 2023, on pourrait également assister au retour en grâce des fonds monétaires. Longtemps délaissés des portefeuilles de vos clients, ils pourraient convenir aux investisseurs en quête de solutions diversifiantes, peu risquées et avec des rendements potentiels communiqués qui atteignent 2,5% sur un horizon de 12 mois. La partie IMO n'est évidemment pas en reste, notamment avec les SCI. Ces supports immobiliers sont parfois lancés chez certains assureurs avec des frais exonérés, voire totalement réduits, ce qui permet d'en faire une pierre angulaire du placement de trésorerie pour certaines personnes morales. En effet, ces supports sont très diversifiés, avec des secteurs tels que le bureau, la logistique ou encore la santé, et avec des targets de performance attractives qui atteignent 4 à 5% en règle générale. Plusieurs solutions peuvent donc s'offrir à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine au moment d'évoquer l'épineux sujet du placement de trésorerie. Chez Norcia, nous accompagnons de manière stratégique nos partenaires afin de construire les allocations les plus efficientes possibles, que ce soit pour des profils prudents, dynamiques ou bien pour accompagner le chef d'entreprise. N'hésitez donc pas à solliciter le service financier afin de vous aider dans vos propositions d'allocation. Retour à notre table ronde. L'immobilier est-il un rempart contre l'inflation? On va peut-être partir de quelques chiffres, de quelques indices, parce que la vérité est toujours dans les chiffres. Oui, effectivement, alors on parlait de l'inflation tout à l'heure. Donc la traduction en immobilier, c'est les indexations. Donc la table ronde de ce matin, c'est l'immobilier rempart contre l'inflation. Oui, ça fait des années qu'on évoque dans les allocations de nos partenaires CGP avec les équipes de Norcia le fait qu'il faut avoir de l'immobilier pour se protéger contre l'inflation. Donc moi, je ne vais pas bouder, entre guillemets, mon plaisir quand l'inflation est enfin là, pour rappeler les fondamentaux. C'est effectivement l'indexation qu'on retrouve dans les baux qui permet de protéger l'investisseur de l'inflation. Après, ce n'est pas un tout homogène. On sait bien qu'il y a différents types d'indices en fonction des classes d'actifs. On y reviendra dans un instant. Mais aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur en immobilier tertiaire, par exemple, vous êtes exposé à l'indexation au travers de l'ILAT. Et l'ILAT, clairement, en 2022 et probablement encore davantage sur 2023, permet de passer des indexations relativement élevées. On parle de plus de 5%. Et quand vous focussez davantage, par exemple, sur les commerces, où là, on a plus une indexation au travers de l'ILC, là, il faut être très ségrégant dans la mesure où on a vu que le gouvernement, notamment, a plafonné certaines indexations pour une typologie de commerce, les TPE, à 3,5, à l'image de ce qui a été fait sur le résidentiel au travers de l'IRL, qui, comme vous le savez, jusqu'au premier trimestre 2023, est plafonné à 3,5. Donc l'indexation, oui, c'était le sens de mon propos, mais il faut regarder de plus près comment on arrive à passer les indexations et comment ça se structure dans les baux, effectivement. Alors justement, c'est la question. Donc je comprends que l'indexation des loyers ne se fait pas forcément sur l'inflation telle qu'on l'a à la télé ou aux informations tous les jours. Chaque métier ou chaque cœur de métier a son index de réévaluation. Et la question qui est suivante, c'est est-ce que vous arrivez à impacter? Parce que quelque part, il y a des locataires qui doivent payer. Oui, complètement. Là, voilà, et puis tous n'ont peut-être pas la capacité de le faire. Peut-être pour préciser effectivement votre question, il y a 3 indices qui sont l'ILAT, l'ILC, l'IRL. L'ILAT, c'est l'indice de l'activité tertiaire, donc c'est le bureau. En gros, c'est 50% d'inflation, 25% de PIB, 25% d'indice du coût de la construction, pour aller vite. L'IRL, c'est vraiment le logement, c'est ce qui est aussi limité à 3,5% d'ailleurs en augmentation. Et là, c'est vraiment l'inflation. Et puis après, il y a l'indice des loyers commerciaux pour les commerces, où là, c'est à peu près 75% d'inflation et 25% de chiffre d'affaires, et qui est limité à 3,5%. Tout ça pour dire qu'à la fin des fins, il faut quand même rappeler ce que disait Christophe. L'immobilier, c'est quand même ce qui protège le mieux contre l'inflation dans l'univers des placements. Dans la mesure où vous pouvez l'impacter sur les locataires. Exactement, mais mis à part peut-être les OATI, c'est vraiment ce qui protège le mieux. Alors, pour l'impacter, je reviens à votre question, je crois qu'il faut redécouvrir un peu une notion immobilière, c'est celle du taux d'effort.
c'est-à-dire du poids du loyer dans le chiffre d'affaires, la marge des locataires. Parce qu'à la fin des fins, le but, ce n'est pas d'étrangler le locataire. Le but, c'est que compte tenu de ces contraintes, des coûts énergétiques qui vont augmenter cette année, il puisse effectivement, on puisse l'accompagner. Et donc là, ça, c'est de la négociation pure. Mais pour moi, on peut prendre la très grande partie de l'inflation, d'autant plus que le locataire est solvable, en fait. Alors, on pose la même question à ceux qui sont en train de nous suivre, ils sont très, très nombreux. L'immobilier est-il un rempart naturel? On a juste rajouté cet adjectif, mais c'est intéressant parce que vous répondrez aussi à cette question contre l'inflation. Oui, vous le voyez, très largement, plus de 75%, 76% pour être précis. Continuez à voter. Rempart naturel, ça veut dire rempart structurel, hein, si je peux le traduire de cette façon. Oui ou non? Oui, les baux le prévoient. On passe les indexations en ce moment. Enfin, ça, c'est mécanique. Oui. Donc, dans les quittances, on augmente les loyers, si c'est votre question. Après, pour compléter, si je peux me permettre, la réponse de Daniel à la question de Philippe, oui, ça dépend typiquement, pour être plus précis encore, des locataires. Parce que vous ne pourrez pas passer des indexations à 5% pendant 10 ans, sur l'ensemble des locataires, ce n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est qu'on passe des indexations partielles pour 2022, parce qu'on est quand même dans un nouveau régime depuis peu, quand même, il ne faut pas l'oublier. Le vrai sujet, ça va être 2023. 2023, on y reviendra tout à l'heure, mais nous, on targette une poursuite de l'inflation. On pense qu'on pourra passer sur l'ensemble du portefeuille du groupe La Française, par exemple, les indexations, pour une raison toute simple. Et ça, c'est un point d'attention particulier sur lequel on alerte les partenaires, c'est qu'il faut regarder la typologie des portefeuilles en termes de locataires. Ce n'est pas pareil d'avoir des ETI ou des grandes entreprises qui sont sur des secteurs d'activité où il y a un pricing power, où on peut encaisser des hausses de loyer parce qu'on va pouvoir les répercuter sur ses clients, ou si on est une TPE ou une PME dans un secteur d'activité qui est impacté notamment par la crise énergétique ou surtout sur l'énergie. Donc là, il faut être très vigilant sur la qualité des portefeuilles. Et puis un dernier mot, on voit bien qu'en France, ou dans les autres pays européens, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même non plus. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de la même façon les indexations en France qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Donc là, il y a une ségrégation à faire, à regarder de plus près le comportement. Et justement, des portefeuilles. Parlons peut-être de cette comparaison européenne, elle est intéressante. On sait que chez nous, malgré tout, vous parliez des TPE, malgré tout, il y a des boucliers qui viennent s'additionner les uns aux autres, et ce qui fait qu'on n'a que 5,9% d'inflation, quand on voit ce qui se passe, vous l'avez dit, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Comment ça interagit au niveau européen? Effectivement, en gros, il y a toujours des caps. C'est-à-dire qu'on peut indexer, mais jusqu'à un certain point, mais qu'il y a encore. Tout ça sont des clauses contractuelles librement négociables dans les baux. C'est-à-dire que tous les locataires ne sont pas indexés dans chaque bail dans les mêmes conditions. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est le lien avec la valeur. Parce qu'il faut voir que l'indexation des loyers, c'est une base de négociation, mais on peut, par exemple, prolonger des baux, la longueur des baux, la durée ou duration des baux, en échange d'une indexation un peu moindre, etc. Donc là encore, l'indexation, elle nous rapporte mécaniquement du revenu, ça c'est clair, et elle nous fournit un levier de négociation pour, je dirais, changer, approfondir, améliorer la relation avec le locataire. Donc c'est vraiment du sur-mesure en fait. Philippe. Alors, vous aviez à cœur, tous les deux, dans vos investissements, d'être sur du prime, enfin de l'immobilier prime, sur laquelle la rentabilité est plus faible. Alors il y a une première question qui est par rapport à la hausse des taux, de savoir si cet investissement est toujours aussi pertinent ou pas. Mais ma question par rapport à ça, c'est surtout par rapport à vos locataires, juste pour terminer sur ce sujet-là. Est-ce que c'est des locataires qui sont plus enclins à accepter les augmentations parce qu'ils sont effectivement dans du magnifique immobilier et qu'ils ont la capacité d'augmenter, ou pas? Ou est-ce que ça doit modifier votre stratégie, et je reviens sur la hausse des taux, aller faire du stock picking sur d'autres types d'actifs? Alors, moi, je crois que ça doit durcir notre stratégie parce qu'en fait, c'est dans les bureaux, notamment les plus prime, qu'il y a les plus grandes augmentations de loyers. Parce qu'il y a l'effet, n'oublions pas des indexations, mais n'oublions pas une chose aussi, c'est qu'il y a l'effet marché et notamment la vacance. C'est-à-dire que Paris intramuros, c'est plein comme un œuf aujourd'hui. On est à moins de 3% de vacances. Et dans ces conditions-là, les loyers augmentent pour des raisons de marché. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là, parce que l'inflation, on pourrait discuter de savoir si elle est conjoncturelle, structurelle, si on va passer à un autre régime, etc. Mais fondamentalement, c'est dans les marchés locatifs où il y a le moins de vacances qu'on pourra augmenter, voire augmenter le plus les loyers. Donc ça, faut pas l'important, parce que quand on parle d'indexation, il faut voir aussi de quel niveau on part.
D'accord, c'est partir d'un loyer élevé et indexé, c'est pas la même chose que de partir d'un loyer bas et indexé. Donc, je crois qu'au-delà de l'indexation, c'est une partie de la réponse, mais l'autre partie de la réponse, c'est quand même qu'on doit aller sur les marchés où il y a le moins de vacances locatives. Je vais compléter sur un sujet qu'on n'aborde pas suffisamment, c'est la rareté. C'est-à-dire, que, contrairement à ce qu'on pense, l'offre dont parlait Daniel, notamment dans le QCA à Paris, pour prendre l'exemple que tout le monde connaît, il y a une très grande rareté de l'offre qualitative. Aujourd'hui, on a des loyers dans cette zone géographique qui non seulement progressent, mais progressent plus vite que les indexations naturelles, parce qu'il y a une très forte demande. Donc il ne faut pas... je dirais jeter le bébé à l'eau du bain, parce que c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fonction des secteurs d'activité, la polarisation, elle est à l'œuvre. On voit bien, pour être tout à fait objectif dans nos propos, qu'il y a aussi des marchés où on a du mal à passer des indexations. Sur les actifs périphériques, par exemple, on a beaucoup de mal, parce que les actifs en tant que tels, les immeubles en tant que tels, ne correspondent pas à la demande des locataires. Donc les locataires, plutôt que d'accepter d'encaisser des indexations, préfèrent aller ailleurs. Donc il y a cette réalité-là. Et pour répondre à ta question, Philippe, oui, dans nos stratégies d'investissement, tout l'enjeu qui a consisté à prioriser la centralité, la flexibilité, aujourd'hui, c'est en train de payer, clairement. Et donc la résilience, elle est plus importante sur ces types d'actifs que sur des actifs banalisés qui sont plus aux normes, pour schématiser. On marque une toute petite pause et on poursuit ce débat qui est passionnant. Des métamorphoses, on en a connu plein déjà au titre de 2022 dans nos comportements d'investisseurs. Confirmation de l'attrait pour les SCI, émergence de nouvelles classes d'actifs telles que les infrastructures et le private equity, et confirmation de l'intérêt pour les fonds à yield à échéance. C'est un tournant qu'on a pris, nous aussi, chez Swiss Life AM, et qui va se confirmer et se concrétiser en 2023. D'abord, parce qu'on va vous étonner avec des lancements de nouveaux produits, et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Dans un deuxième temps, on a, au cours de 2022, transformé, métamorphosé notre équipe commerciale pour venir vous voir toujours plus nombreux et renforcer bien notre présence auprès de vous, professionnels du patrimoine. Et dans un troisième temps, nous allons continuer notre démarche ISR, puisque à fin octobre 2022, nous avons d'ores et déjà 32 fonds labellisés ISR, ce qui équivaut à peu près à 15 milliards d'euros d'encours sur le financier et 5 sur l'immobilier. Cette tendance va désormais s'accélérer et se poursuivre au cours de l'année 2023. Retour sur notre plateau avec ce débat qui est passionnant. D'ailleurs, plusieurs questions nous arrivent. Une qui va vous intéresser. Comment on explique l'écart de performance entre les foncières cotées et les SCPI dont les patrimoines sont finalement souvent similaires? Est-ce que vous prévoyez une réduction de ces écarts? Si oui, dans quel sens et avec quels arguments techniques? Pour le coup. Daniel. Alors là, pour le coup, la réponse est assez simple. Les foncières cotées, donc, comme leur nom l'indique, sont cotées en bourse. Et donc, c'est la valeur de leur cours dont on parle là. Ce n'est pas la valeur de leur, ce qu'on appelle leur ANR, leur valeur de patrimoine, qui est évidemment le même potentiellement que celui des SCPI. Et on voit bien que ce qui est coté en bourse a une volatilité qui est celle de la bourse en soi. Les SCPI ou les SCI, elles ne sont pas en mark-to-market. Ce n'est pas des échanges, il n'y a pas de cours de la SCPI, il y a des prix de part qui se fixent en fonction, enfin, qui sont adossés, on va dire, à la valeur des actifs. Et donc, en fait, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas cet écart, en fait. Juste pour compléter par rapport à ce que dit Daniel, effectivement, il y a un autre sujet, c'est le levier. C'est-à-dire qu'en SCPI, contrairement notamment aux foncières, enfin, le levier aujourd'hui, par exemple, en moyenne, chez nous, il est à 20%. En général, et le contexte de hausse de taux, bien évidemment, va amener de plus en plus à privilégier les investissements cash. Et les acteurs, d'ailleurs, avec levier, ont quitté le marché. Il n'y a plus d'acteurs aujourd'hui qui utilisent le levier parce que les taux sont trop élevés. Et il y a un autre élément pour répondre à la question dite technique. Il y a quand même des fonctionnements intrinsèques aux véhicules SCPI qui protègent des espèces de buffers, des amortisseurs, en cas de variation au sein des expertises, au sein même du véhicule. Donc ça, c'est les vertus, je dirais, du non-coté. Parce qu'on n'est pas oublié qu'on parle de l'épargne immobilière collective non cotée, qui a des vertus. Alors quand les marchés sont haussiers, tout le monde regrette qu'on ne capte pas davantage de performance à la hausse en termes de valorisation du capital. Mais inversement, quand on peut imaginer que le paradigme change, pour reprendre mon expression tout à l'heure, ben ça protège aussi. On va en parler dans un instant, j'imagine. Philippe, tu as des questions? Alors, c'est une question, j'en aurai deux, mais
Je vais commencer par la première. Je reviens sur toujours cette partie de hausse des taux. La hausse des taux a pour conséquence c'est de rétrécir un peu le marché ou de tendre les flux sur l'immobilier. Quelque part, cette tension génère des baisses de prix. Alors pas partout, donc ça j'ai bien compris, mais est-ce que, question de beaucoup des investisseurs, c'est est-ce qu'il y a un risque éventuel à voir les valorisations des SCI ou des SCPI baisser liées à la dévalorisation des actifs? Alors j'imagine qu'une partie des réponses, ça dépend des actifs, mais bon, je vais Oui, mais même sans disons, si on part de façon structurelle. chez vous. Oui, bien sûr. On pourrait dire mécaniquement, effectivement, une hausse des taux résulte d'une baisse des valeurs, a pour conséquence une baisse des valeurs. Il y a des amortisseurs qui sont justement l'indexation de loyer, parce que plus le loyer est élevé, plus la valeur résiste. Hein. Un actif qui produit plus de cash flow vaut plus, ça joue en positif. Il y a la longueur des baux, évidemment, et puis il y a le fait que les expertises peuvent être plus ou moins conservatrices ou s'allonger dans le temps, etc. etc. Donc, nous, on ne voit pas de craquage, on n'est pas du tout dans la situation de 2008, par exemple. En 2008, si vous vous souvenez, ce qui avait vraiment fait craquer le marché en termes de valeur, c'est ce qu'on appelle l'activation des covenants, c'est-à-dire le refinancement, c'est-à-dire les banques qui vous demandent, écoutez, vendez à la casse vos actifs parce que je veux récupérer l'argent. Oui, c'est un cercle vicieux qui Exactement. est toxique. Aujourd'hui, le constat de marché, je pense qu'il est assez unanime, on ne voit pas du tout ça. C'est-à-dire que la vraie baisse des prix en immobilier, c'est la liquidité ou l'illiquidité qui la provoque. Si on reste sans craquage en termes de liquidité, alors je pense que la hausse des taux va être amortie sans qu'il y ait une baisse visible des valorisations. C'est pas plus un ralentissement de toute l'activité, on parle d'atterrissage en douceur, en fait. Hein. Oui, et ça a des conséquences malgré tout, non? Et puis oui, non, mais il faut pas nier la réalité. La particularité du cycle qu'on vit, c'est que la décompression des taux, pour le dire avec des termes financiers, est compensée par l'effet indexation. Donc ça, c'est une réalité. Donc on pense que, comme l'a dit Daniel, ça va s'étaler dans le temps. Pour autant, effectivement, on voit bien qu'on change de régime, j'en parlais tout à l'heure. Donc tout l'enjeu, ça va être de savoir, et on reboucle sur le sujet de la table ronde, c'est est-ce qu'on est en capacité de passer les inflations? Parce que, je le redis, hein, dans un contexte inflationniste, la prime de risque attendue par les investisseurs pour l'immobilier est plus faible qu'en régime désinflationniste. Et on est bien dans un régime inflationniste. Donc les repères qu'on avait dans le passé, on a beaucoup tous parlé, nous les premiers, d'une prime de risque de 100, 150 points de base pour investir dans l'immobilier, qui effectivement n'est plus celle-là. Aujourd'hui, elle est quand même, et elle va être compensée par l'inflation qu'on n'avait pas dans le passé. Donc il ne faut pas regarder la situation actuelle et future avec les lunettes d'hier, parce que la situation a beaucoup changé. Pour autant, on reste bien évidemment prudent, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de nos maisons. On est des maisons plutôt prudentes qui appréhendent l'immobilier de manière durable, on va en parler également. On vous sent effectivement assez serein, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catastrophe à venir. On va parler que de vos produits, du coup, qui dans ce contexte de sérénité ne peuvent être que performants. On commence avec Daniel, peut-être? On peut, si on parle du produit le plus important en capitalisation en tout cas, parce qu'il fait 7 milliards d'euros, c'est la SCI Primonial Capimo qui est distribuée en assurance vie par beaucoup d'assureurs que tous les CGPI connaissent. Très friand, oui. Voilà, moi ce que j'aime bien dans ce produit, c'est qu'il reflète assez bien nos convictions en matière d'allocation, parce que c'est une SCI donc diversifiée, avec une allocation qui va être de l'ordre de 50% en bureau, très grosse partie santé. Nous, on est très positif sur l'immobilier de santé, mais je crois que Christophe va en parler également aujourd'hui, puisqu'en fait, on a des opérateurs qui sont vraiment, de plus en plus, la performance va être centrée sur le loyer. En immobilier. Il y a moins à attendre de création de valeur automatique par la baisse des taux. C'est quand même ça le nouveau régime dont tu parlais. Et donc ça veut dire aller plus vers des locataires solvables et vraiment cristalliser le loyer, des beaux longs, etc. Donc ça s'appelle l'immobilier opéré. On peut parler de la santé, on peut parler de l'hôtellerie, on peut parler d'actifs comme ça. Sur le résidentiel ou le commerce, être plutôt dans la logique de rechercher des points d'entrée. D'accord, c'est pour ça que le timing est assez important. C'est-à-dire, nous, on pense par exemple qu'au deuxième semestre, il y aura des points d'entrée importants une fois que la prime de risque, dont Christophe parlait, se sera un peu recomposée. Et donc voilà, on veut en faire un peu enfin, c'est déjà d'ailleurs, on ne va pas en faire. On va faire de Capimo, je dirais, un des exemples de l'allocation que nous, on recommande parce que, et ça, c'est un dernier message pour les CGPI qui nous écoutent, c'est que il est fini le temps où il suffisait de faire du bureau bien placé et on avait tout sécurisé. En fait, il va falloir être de plus en plus dans une logique d'allocation
d'accord, non pas supprimer le risque parce que ça n'existe pas, mais diversifier le risque pour le portefeuille global. Et alors, sans parler juste je sors des produits, mais est-ce que justement ces changements par rapport à la hausse des taux, l'inflation, etc., ou le fait que soit que les bureaux se reconcentrent sur Paris, est-ce que ça crée des opportunités d'investissement au-delà des frontières de la grande boucle parisienne? Oui, mais c'est une question de timing. C'est-à-dire qu'on voit bien que la logistique, par exemple, a déjà commencé à corriger, et donc il y aura plutôt dans l'année 2023 des points d'entrée, et après ça dépend effectivement des pays. Il y a en Angleterre par exemple, au Royaume-Uni doit-on dire, les experts ont tendance à corriger tout de suite, à prendre les pertes tout de suite, culture anglo-saxonne. Donc ça crée des points d'entrée. Donc voilà, donc en fait je pense que 2023 ça va être vraiment l'année du market timing en fait. Allez, vos produits, Christophe, pour parler de beaucoup de choses. Vous avez d'autres produits. Non, on peut pas ne pas parler d'un sujet qui nous est cher, au-delà des produits d'ailleurs, parce que je pense que l'année 2023 est l'arrivée des, alors je vais en parler, des préférences de durabilité appliquées à nos partenaires CGP. Donc l'ISR, le ESG, on l'appelle comme on veut, est majeur. La durabilité des actifs, on en a parlé à demi-mot tout à l'heure, mais c'est central pour préserver la valeur et pour assurer un remplissage de nos véhicules. Donc nous, je vais parler d'une solution, même si on a développé depuis de nombreuses années une gamme ISR, c'est une SCPI sur une thématique effectivement santé qui s'appelle LF Avenir Santé pour faire la partie publicitaire, mais parce qu'on croit beaucoup à cette décorrélation du marché de l'immobilier de santé européen, puisqu'il s'agit d'un véhicule pan-européen qui va aller chercher effectivement, adossé au vieillissement de la population européenne, des segments de marché qui aujourd'hui ont été peu adressés. Je pense notamment en particulier à la médecine de proximité. Aujourd'hui, l'accroissement de la population, le vieillissement de la population nécessite une politique de santé qui va accompagner le patient tout au long de ses besoins en termes de soins. Et on s'est rendu compte, et sans parler des déserts médicaux, qu'en France comme en Europe, il y a une problématique de proximité des infrastructures. Et donc on investit beaucoup notamment sur un sujet qu'on connaît Maisons de la santé, tous, qui sont les maisons de santé pluridisciplinaires, effectivement, qui sont portées par la politique de santé du gouvernement, et qui offre encore aujourd'hui des perspectives de performance et de décorrélation très importantes. Pour terminer, si je peux me permettre, à la question de Philippe, 2023, c'est une année où l'asset management va être majeur. Je partage complètement ce qu'a dit Daniel, c'est-à-dire que naturellement, la performance ne se fera pas toute seule, contrairement aux 15 années qu'on vient de vivre. Il faudra que les gérants soient très actifs dans le monitoring de leurs actifs. Et puis, une nouvelle fois, on se serait vu l'année dernière, on aurait parlé d'ISR, on vous aurait expliqué, moi le premier, que c'était un bonus. Aujourd'hui, c'est devenu un malus de ne pas l'être. Donc, on a vraiment un changement. C'est une obligation. Voilà, c'est une obligation. C'est très important dans l'immobilier, parce que vous savez que l'empreinte carbone immobilière est majeure. Donc, il y a un vrai besoin d'implication des acteurs. Et on est bien évidemment sur le devant de la scène à ce sujet. Vous voulez voir le résultat du sondage? Il est sans surprise, il a très peu évolué. 77% de ceux qui nous suivent pensent que l'immobilier est un rempart naturel contre l'inflation. Ça rejoint ce que vous nous avez dit brillamment. On vous remercie, on vous applaudit chaleureusement. C'était un plaisir de vous accueillir. On va retrouver Philippe Bloch dans un instant pour la deuxième partie de sa conférence. Il va vous donner quelques conseils, ou je ne sais plus comment il l'a dit tout à l'heure, quelques réponses, quelques certitudes qui seront en quelque sorte des conseils. Mais juste avant ça, une page de pub et puis une chronique sur Norcia Invest. Et oui. Pour Taylor Asset Management, qui est historiquement un gérant obligataire, 2023 sera l'année de la métamorphose par le renouveau. Ça fait plusieurs années que l'obligataire est le grand absent, à tort ou à raison, des allocations. 2023 sera l'année du grand retour, qu'il s'agisse d'investment grade, qu'il s'agisse de high yield, qu'il s'agisse de solutions de gestion de trésorerie. Taylor Asset Management sera là avec vous cette année pour accompagner ce grand retour. Julie, bonjour à tous. Vous saviez que Norcia Invest avait été élue plateforme préférée des CGP en 2022 ? C'est une enquête qui a été réalisée par le magazine Gestion de Fortune. Oui, j'ai pu voir quelques articles dans la presse. Pas étonnant, les outils ont tellement évolué ces dernières années, surtout en matière de digital, ça a dû bien contribuer. De mon point de vue, le développement le plus important a été les ouvertures de comptes en ligne via l'extranet N+. C'est sûr, ça a dû faire gagner beaucoup de temps aux conseillers. Tu peux peut-être nous rappeler les différentes étapes ? Bien sûr, depuis ton espace N+, c'est très simple et intuitif. Il faut d'abord créer la fiche de ton client, puis tu lui actives la signature électronique. Et enfin, tu peux réaliser l'ouverture de compte. Simple, rapide, efficace.
En plus, selon ton agrégateur, tu peux gagner encore plus de temps en important les informations de ton client. C'est top. Mais en plus de l'ouverture du compte, tu peux aussi passer les ordres en digital, non? Oui, bien sûr, le client peut passer tous ses ordres en totale autonomie sur son espace. Le conseiller, lui, peut faire des propositions d'achat-vente sur les OPCVM et depuis mars 2022 sur les produits structurés. Encore une fois, simple, rapide, efficace. Surtout côté réglementaire, car il est intégré dans le parcours. Ça, c'est un super atout. Surtout que les produits structurés sont très utilisés en compte titre chez nous. Oui, en 2022, c'est plus de 500 produits structurés référencés en moyenne dans un délai de 48 heures. Et c'est sans compter tous les autres supports, titres vifs, titres non cotés, ETF, private equity et même les AMC. Un univers quasiment infini. C'est hyper séduisant. Et en même temps, on peut vite être perdu. Tu peux peut-être expliquer comment les services Norcia peuvent accompagner nos conseillers. Nos conseillers peuvent être accompagnés par nos middle office pour la préparation des ouvertures de comptes, par nos experts patrimoniaux pour la gestion de la fiscalité, et pour les dossiers atypiques comme les cessions d'entreprise ou les résidents fiscaux étrangers. Enfin, par nos experts financiers pour analyser les fonds et pour construire des allocations. Ou ils peuvent choisir la gestion sous mandat. Oui, autre actualité, ils peuvent confier à un gérant la gestion financière du compte titre ou du PEA via un mandat externe. En fait, c'est tous ces atouts qui ont permis de faire de Norcia Invest la plateforme préférée des CGP. Ça donne envie d'ouvrir des comptes et même de transférer ceux qui sont ailleurs. Tout à fait. D'autant plus qu'en cas de transfert, l'équipe back-office s'occupe de tout. C'est eux qui se chargent d'envoyer tous les documents à l'établissement d'origine et de faire les relances. Simple, rapide, efficace, pour le conseiller comme pour le client final. Tout est dit, non? J'ai juste 2 infos à vous donner. La possibilité de faire prélever les frais de fonctionnement du compte titre ou du PEA sur un compte externe. Efficace, ça évite d'avoir des comptes débiteurs. Et le lancement du parcours d'ouverture de compte pour les personnes morales en 2023. Alors si vous souhaitez profiter et faire profiter de cette transformation digitale à vos clients, rendez-vous sur N+. Chez Adequity, on innove toujours et encore. Le capital garanti s'installe, on a plein de propositions à vous faire avec des rendements plus ou moins dynamiques en fonction du risque sur le rendement, bien sûr. On a bien sûr aussi de nouvelles fonctionnalités sur le site internet avec l'arrivée d'un calendrier avec les échéances sur votre portefeuille de produits structurés. Pierre Bouty sera votre nouvel interlocuteur dans le Sud-Est. Il nous vient de Suisse, il vendait déjà des produits structurés, donc il connaît très bien son domaine. Enfin, vous avez de nombreux nouveaux sous-jacents qui arrivent pour traiter différentes thématiques pour répondre au mieux aux problématiques de vos clients.